Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pourquoi ce livre? Imaginez-vous un carrefour dangereux. Les collisions, les cyclistes renversés, les piétons écrasés y sont monnaie courante. Après l'accident, les gens s'en vont égarés. Aucune ambulance ne vient, personne ne les soigne ni ne les console. Pourquoi ne fait-on rien? Demandez-vous indigné. Mais nous agissons, répond quelqu'un en désignant quelques banderoles. Nous exigeons la sécurisation du carrefour. Nous sensibilisons les automobilistes à une plus grande prudence. C'est la seule façon de résoudre le problème de manière structurelle. Tâche aveugle. Cela reste un constat étrange. La société réserve une place importante au débat sur le racisme et la discrimination, plus encore au thème plus large du vivre ensemble entre personnes d'origines diverses. Elle accorde de l'attention à la stimulation de l'ouverture à la diversité chez les enfants, par exemple au moyen d'une éducation à la citoyenneté mondiale. Mais en y regardant bien, on s'aperçoit que pratiquement rien n'est prévu pour le soutien des victimes du racisme. J'ai cherché sur de nombreux sites des informations sur la façon d'aider ces enfants à gérer le racisme. Sur les sites consacrés à l'éducation ou à la santé mentale, des termes de recherche comme racisme ou discrimination ne livraient dans la plupart des cas aucun résultat. J'ai bien trouvé quelques textes sur la diversité, mais là non plus cet angle de vue n'était pas pris en compte. Sur d'autres sites, j'ai trouvé quelques conseils sur la réaction à avoir face à la parole raciste, plus spécialement destinés aux enseignants et aux assistants sociaux. On y indique aux professionnels comment s'y prendre avec des enfants ou des adultes qui prononcent des paroles racistes. La victime, elle, reste invisible. Or, cela peut dans certains cas être le professionnel lui-même. Le plus frappant, c'est que les professionnels travaillant avec des enfants ne reçoivent aucun conseil sur la façon de prendre en charge l'enfant contre qui le racisme a été dirigé. Y a-t-il des raisons de croire qu'ils savent déjà comment faire? Je crains que non. Le manque d'empathie de ces professionnels envers le vécu de personnes issues de l'immigration est en effet souvent pointé du doigt. Plus je cherchais, plus il devenait clair que la prise en charge des victimes était une tâche aveugle de notre approche du racisme. Les chercheurs parlent pourtant d'une abondance d'études montrant que la discrimination s'accompagne de risques pour la santé, comme la dépression et les maladies physiques. Il est évident que le racisme, la discrimination et les préjugés mènent à des expériences douloureuses, parfois très graves et potentiellement déstabilisantes, en particulier pour les enfants. La citation qui suit, fondée sur les déclarations d'un jeune à AOL, plateforme destinée aux enfants et aux jeunes en Flandre, montre que les stéréotypes mènent à la tristesse et à la colère, à la honte et la culpabilité, sentiments qui créent ensemble une grande confusion. Depuis les attentats, j'ai honte et je me sens coupable de toute la misère que nous vivons pour le moment. C'est pour ça que je ne suis pas resté musulman. J'ai aussi très honte d'être marocain. Au fond de moi, je me sens très triste quand je vois comment les gens me regardent, comme si j'étais le criminel qui répand la terreur. Pourtant je suis quelqu'un qui rêve qu'un jour il y ait la paix sur terre. En plus, j'aimerais bien vivre dans un autre pays parce qu'ici nous ne sommes pas du tout bien vus, et que nous sommes surtout lourdement stigmatisés par les médias et toute cette merde. J'en ai plus que marre. Je ne suis pas raciste contre mes propres compatriotes, au contraire, mais les gens me voient comme ces délinquants marocains typiques alors que je n'ai rien à voir avec ça. Donc oui, bye bye marocain, belge et surtout bye bye islam, je deviens athée en plus. Et pour terminer, pardon Europe pour les attentats, j'en suis moi-même très triste, vraiment profondément triste. J'espère que ces attentats s'arrêteront un jour. Malgré ce signal d'alarme et d'autres tout aussi clairs, les organisations du secteur continuent apparemment à négliger la dimension d'assistance de la prise en charge du racisme. Sans doute les jeunes, les parents et les adultes ne formulent-ils effectivement pas leurs besoins dans ce domaine comme une demande d'aide, mais plutôt comme une accusation. Beaucoup de victimes ne se rendent pas compte qu'une demande d'aide se cache derrière leur signal d'alarme, en d'autres mots, qu'au-delà de la problématique sociale, il est également possible d'offrir une réponse aidante à leurs besoins individuels. Mais même si les victimes ne le formulent pas ainsi, on est en droit d'attendre des professionnels de l'éducation et des organisations de soutien à l'éducation et à la santé qu'ils remarquent la demande d'aide implicite et élaborent une réponse adaptée.
Comment se fait-il que les professionnels compétents ne voient pas, n'identifient pas, ne reconnaissent pas la demande d'aide? Je suis frappé de voir combien l'offre de soutien liée à la diversité est solidement ancrée dans une logique de différence culturelle. Le soutien éducatif offert aux parents issus de l'immigration se concentre donc sur l'éducation entre deux cultures, et non sur l'éducation dans un contexte de racisme et d'exclusion. L'attention pour le développement identitaire des enfants et des adolescents, quand elle existe, concerne le développement entre deux cultures, et non le développement personnel dans une société parfois perçue comme hostile. Ce raisonnement se prolonge dans la manière dont l'attention pour la diversité est concrétisée dans l'aide sociale. Les assistants doivent faire attention aux différences culturelles chez leurs clients et en tenir compte. L'assistance doit donc être culturellement sensible. Cette perspective centrée sur les différences culturelles n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas suffisante en soi. Elle occulte en raison de sa dominance d'autres angles de vue pertinents, comme celui des blessures dues au racisme. L'assistance aux réfugiés reconnaît l'importance des dégâts et des traumatismes psychiques. Mais cela se limite aux expériences dans le pays d'origine et sur la route de l'émigration. Si graves soient-elles, celles-ci n'empêchent pas les sentiments d'inimitié et d'insécurité ressentis dans notre pays d'infliger aux réfugiés des blessures supplémentaires, ou du moins de constituer un obstacle à leur rétablissement. Dans l'information sur l'adoption internationale, l'accent est également mis sur la façon dont les enfants et les adolescents gèrent leur histoire d'adoption. Les problèmes relatifs au développement identitaire sont envisagés dans cette optique, mais le fait que le racisme puisse entraver le processus reste, lui, sous-éclairé, voire ignoré. Les organisations et les personnes qui luttent contre le racisme signalent la souffrance causée par ce dernier. Cette donnée bénéficie d'un intérêt croissant. Mais beaucoup d'activistes s'orientent ensuite très vite vers l'action politique nécessaire à la répression du racisme. La blessure est avant tout un argument pour s'attaquer plus énergiquement au problème et appuyer des revendications concrètes adressées à la classe politique. C'est bien entendu une bonne chose. Comme la métaphore citée le disait déjà, la seule approche structurelle possible consiste à sécuriser le carrefour. Mais en attendant, les gens doivent quand même emprunter ce carrefour, ils ne peuvent ni ne veulent rester à l'écart de la société. Ceux qui tombent doivent-ils se relever et repartir, sans plus d'histoire? Le port d'un casque vélo lui-même est-il superflu? Il semble que les personnes issues de l'immigration considèrent que le racisme ne peut pas les blesser, leurs enfants et eux. Peut-être est-ce l'attitude qu'on leur a longtemps et expressément conseillée? Toutefois, on constate pour le sujet une attention neuve et croissante. Les parents cherchent de l'information pour soutenir leurs enfants le mieux possible dans la confrontation au racisme. Les jeunes veulent donner une place à leur vécu. Par exemple, lorsque l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas, a envoyé des invitations aux étudiants pour une formation intitulée « Réagir à la discrimination », il y a eu 30 inscriptions dans la journée et il a fallu arrêter prématurément l'opération. Le besoin de soins. Avec ce livre, je veux contribuer à éliminer la tâche aveugle de la lutte contre le racisme, à savoir les soins aux victimes. Il nous faut non pas moins, mais justement plus de culture victimaire. Et par cette expression, je veux parler de la reconnaissance véritable de la douleur que les personnes ressentent quand elles sont confrontées au racisme et du besoin d'apporter une véritable réponse à celle-ci. En niant cette douleur et en n'y remédiant pas, on accroît encore le risque de rancœur, de décrochage et d'inimitié. Cet ouvrage s'adresse d'ailleurs à différents groupes. J'espère que les personnes qui sont elles-mêmes victimes de racisme y trouveront du soutien et de l'inspiration, qui leur permettront de mieux se soigner elles-mêmes. Il s'adresse aux adultes, mais accorde une grande attention au racisme pendant l'enfance et l'adolescence. Le racisme a un fort impact durant cette période de la vie, dans la mesure où les enfants et les jeunes y sont particulièrement sensibles. Il n'est pas rare que les conséquences s'en fassent encore sentir à l'âge adulte. Les adultes jouent un rôle déterminant dans l'accompagnement adapté des enfants. Mais ils peuvent eux-mêmes bénéficier d'un soutien de leur entourage. C'est pourquoi le livre s'adresse aussi à l'entourage de ceux qui sont blessés par le racisme. Que ce soit le réseau personnel ou les professionnels. Je songe à la famille, partenaires, parents, frères et sœurs, oncles et tantes, etc. Je songe aux amis, aux collègues et aux connaissances proches. Pour les enfants et les jeunes,
cela concerne surtout les personnes assumant un rôle éducatif. Outre les parents, le cas échéant les parents adoptifs ou la famille d'accueil, ce sont par exemple les enseignants, les assistants sociaux et les éducateurs impliqués dans l'aide à la jeunesse. Au nombre des professionnels, on compte aussi les gens actifs dans les soins de santé ou le travail social. De manière plus générale, chaque passant peut à un moment donné être témoin d'un incident raciste et y jouer un rôle significatif. Les personnes issues de l'immigration sont souvent impliquées dans un double rôle. Elles sont elles-mêmes victimes de racisme et elles connaissent des enfants, des jeunes et des adultes qui ont été touchés. Mais une personne sans antécédent migratoire peut aussi être l'enseignant, l'ami, le médecin, le partenaire ou le parent d'une personne ayant des origines étrangères. L'ouvrage souhaite aussi avoir un impact sur des affaires qui dépassent la vie personnelle des lecteurs. À ce niveau structurel, je m'adresse à l'ensemble des individus et organisations jouant un rôle de stimulation ou de soutien. Politiques, organismes, organisations faîtières et antennes locales, organisateurs de formation et développeurs de méthodologie, chercheurs et fonds. La grande ouverture d'esprit dont font preuve de nombreuses personnes que j'interpelle à ce sujet me remplit d'espoir. Elles jugent mon histoire révélatrice, et beaucoup souhaitent réfléchir à ce qu'elles peuvent faire à ce sujet dans le cadre professionnel. Cependant, il leur manque l'information nécessaire pour agir. J'espère d'ailleurs que ce livre encouragera les différents protagonistes à entreprendre des actions concrètes dont nous récolterons les fruits dans les prochaines années. Message politique. Au premier abord, ceci n'est pas un ouvrage politique. L'accent est mis sur les soins favorisant le développement personnel des victimes du racisme, et non sur la façon dont nous bannissons ce fléau de la société. Cela peut donner l'impression que je déplace la responsabilité du racisme de la société et de ses représentants politiques vers les victimes et leurs proches. Je tiens à balayer avec force ce possible malentendu. Le fait de s'occuper des victimes n'implique jamais l'approbation ou l'acceptation de ce qui leur arrive. Les victimes de la route sont prises en charge, nous enseignons le code de la route aux enfants et nous réclamons un trafic plus sûr. Le dernier point ne rend en rien les deux premiers superflus. Au contraire, le soin implique automatiquement la reconnaissance des blessures et donc la problématisation de la cause. Nous vivons dans un contexte social et politique où le racisme est minimisé, parfois même nié. Son impact sur les victimes est sous-estimé ou ignoré. Dans un tel contexte, il est important de braquer les projecteurs sur les dégâts personnels qu'ils provoquent. En décrivant ces dégâts et en cernant mieux l'ampleur, j'espère renforcer la dénonciation du racisme. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement du droit aux soins et au développement personnel des victimes du racisme, mais aussi du renforcement de leur lutte en faveur de l'égalité. Mes angles d'approche. Je voudrais commencer par exposer au lecteur les fondements des positions et recommandations de ce livre. Pour commencer, j'ai pu puiser dans mon expérience professionnelle. Pendant mes près de 13 années de travail pour le Forum des minorités, j'ai eu largement l'occasion de m'immerger dans les problèmes du racisme et de la diversité. Nous étions actifs dans divers domaines comme l'enseignement, l'emploi et la pauvreté. J'ai découvert une vie associative riche, notamment composée d'organisations et de fédérations socioculturelles, d'organisations de jeunes et d'étudiants et d'associations œuvrant pour l'égalité des chances en faveur de femmes et des LGTB. Pendant mon court intérim à la Kinderrechten Coalition des droits de l'enfant, j'ai fait connaissance avec la problématique des droits de l'enfant. La publication Kinderrechten Educatie in Nachete onderwijs, Éducation aux droits de l'enfant dans l'enseignement, que j'ai aidé à réaliser, m'a permis de mieux comprendre le monde de l'éducation et de l'enseignement. J'ai également pu mettre sur les rails le thème annuel, diversité, ce qui m'a donné la chance d'approfondir une thématique qui m'occupait depuis longtemps, l'impact du racisme et de la discrimination. Cela a débouché sur une publication à laquelle j'ai pris grand plaisir à travailler. Acheter Zalwell aan Mijligen. Omgaan met de effecten van discrimination en racisme op kinderen. C'est sûrement de ma faute. Gérer les effets de la discrimination et du racisme sur les enfants. Jusqu'en 2019, j'ai travaillé pour le Commissariat des droits de l'enfant en Flandre, où j'en ai appris chaque jour davantage sur l'application des droits de l'enfant à l'aide à la jeunesse, à l'enseignement, aux soins de santé, etc.
Je me suis spécialisée dans le thème de la pauvreté. Cette dynamique d'exclusion présente de nombreuses ressemblances avec le racisme. Et j'ai éclairé ce dernier thème, mais cette fois sous l'angle de la santé. Ces expériences professionnelles m'ont fait rencontrer des gens passionnants. Des collègues, des administrateurs et des personnes croisées lors d'activités ou de réunions. Nous avons discuté en panel et en ligne et fait plus ample connaissance grâce à des conversations informelles. J'ai lu leurs témoignages et appris à connaître leurs projets. Leurs points de vue, leurs expériences et leur engagement ont été une source d'inspiration riche et puissante pour cet ouvrage. Comme il ressortira de ce texte, j'ai également puisé dans mon expérience personnelle. Je suis née d'une mère belge et d'un père né et éduqué au Maroc. Avec ma sœur et mes 2 frères, nous avons grandi dans le Roulers des années 1980 et 1990, une ville majoritairement blanche. Comme j'ai la peau claire, mon passé migratoire n'est généralement pas reconnaissable au premier coup d'œil. C'est surtout mon nom qui laisse deviner mes racines. J'ai reçu une éducation flamande et catholique dans une famille aimante. Pendant ma jeunesse, nous sommes allés 5 fois en vacances au Maroc. Nous y avons eu des contacts chaleureux avec notre famille, et nous sommes quelque peu familiarisés avec le pays. Dans l'ensemble, je me sens en raison de mes origines doubles et de mon parcours à la fois lié aux personnes issues de l'immigration et au groupe dominant blanc de notre pays. J'ai eu des contacts pour la plupart positifs avec les enseignants, les voisins et mes condisciples. Néanmoins, je me suis aussi heurtée aux préjugés, aux stéréotypes et au racisme. Ces expériences ont été réelles, quoique limitées si je compare à bien d'autres. En même temps, mes origines flamandes m'ont aussi valu une solide dose de privilèges blancs. Cela m'a aidé à aller de l'avant dans la vie, mais sans doute aussi à me rendre résistante face au racisme. Plus tard, mon expérience de mère est venue s'ajouter. Mes 2 filles ont des racines en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Ou vues sous un autre angle, en Belgique, en Grèce et au Maroc. Avec leur père, j'essaie de leur donner une éducation bilingue néerlandais-français. Je vis à la périphérie bruxelloise, où les enfants vont également à l'école. Bien évidemment, cet ouvrage a nécessité des recherches. Les sources scientifiques constituent une base. J'ai toutefois constaté que la recherche sur le racisme avait le plus souvent son épicentre aux États-Unis. Mon livre se concentre sur la Flandre et s'applique sans doute aussi aux Pays-Bas et à d'autres pays d'Europe occidentale. J'ai tenté d'évaluer quels éléments de la recherche américaine s'appliquaient aussi au contexte flamand. Ce qui indique une fois de plus la nécessité de mener des recherches approfondies dans notre région. J'ai également utilisé des informations générales ayant trait à l'éducation et à la psychologie, comme la gestion du stress, le harcèlement et le développement de résilience. J'espère offrir au lecteur une plus-value, en réunissant des idées venant de différents horizons. J'ai essayé de distinguer clairement entre ce qui était basé sur les sources et ce qui était de l'ordre de l'opinion personnelle. Certaines idées ne sont pas possibles à relier à une source précise, parce qu'elles sont largement partagées ou que je les ai rassemblées au fil du temps. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif sur le sujet. Mon livre se veut surtout un point de départ incitant à poursuivre et à approfondir la recherche. S'il motive d'autres à fournir leur propre contribution à partir de leurs perspectives et connaissances, je ne pourrais que m'en réjouir. Car selon moi, nous sommes loin d'avoir fait le tour du sujet. Structure. Dans la première partie, nous étudions le problème dont ce livre traite. Le chapitre 1er éclaire la signification du mot racisme dans ce livre. Nous décrivons ce dernier comme un large phénomène social, et nous attachons tout particulièrement à l'expérience de la victime. Les chapitres qui suivent sont construits sur cette description. Le chapitre 2 décrit l'impact de toutes ces formes de racisme sur le développement de la personnalité. 4 métaphores sont utilisées: la cible, le vilain petit canard, le palais des glaces et l'apprenti funambule. Dans le chapitre 3, je traite de quelques manières courantes de tenir tête au racisme: porter des œillères, en faire trop, surenchère, s'adapter comme un caméléon et monter au front. Ces approches n'offrent cependant pas de solution, ce sont des emplâtres sur des jambes de bois. Pire, elles remuent parfois le couteau dans la plaie et font plutôt partie du problème que de la solution. Dans la seconde partie,
je propose des réponses à la question centrale, comment prendre soin des personnes confrontées au racisme. On y trouvera aussi bien des stratégies générales que des conseils concrets, pratiques. Le chapitre 4 parle de la façon dont les personnes peuvent développer la résilience nécessaire. La résilience ne peut rien contre le racisme, mais elle en limite l'impact négatif. Si on acquiert au propre comme au figuré une peau plus épaisse, les plaies resteront plus superficielles. Le chapitre sur la résilience traite donc essentiellement de stratégies proactives. Le chapitre 5 aborde la confrontation directe avec le racisme. Nous y commentons quelques règles de base permettant d'opposer une réaction résiliente au racisme, ainsi que les démarches officielles possibles. Nous parlons également du coping, du traitement des blessures après une expérience raciste. De bons soins évitent que les plaies ne suppurent et que des complications ne surviennent. Parfois, les blessures sont trop profondes et une aide spécialisée est nécessaire. Les 2 chapitres précédents se concentrent donc sur ce que les victimes du racisme et leur entourage direct peuvent entreprendre eux-mêmes. Le chapitre 6 donne des recommandations pour une prise en charge attentive des victimes du racisme à une plus grande échelle. Il s'agit de ce que les organisations et les antennes sociales, les chercheurs et naturellement les autorités peuvent faire. Même celui qui appliquera toutes ces recommandations n'empêchera pas le racisme de faire mal et de laisser des cicatrices. Il n'existe pas de remède miracle. Le tout est d'éviter que le racisme ne perturbe complètement le développement personnel d'un individu. Offrir aux victimes du racisme, sous toutes ses formes, des chances de développement optimales, c'est de cela qu'il est question dans cet ouvrage. J'ai accordé une attention particulière à l'usage d'un vocabulaire respectueux. Ce n'est pas toujours facile. Les mots relatifs à l'origine, à la couleur de la peau et à l'identité sont souvent d'un emploi délicat. Rares sont les formulations faisant l'unanimité. Alors que les mots sont indispensables pour décrire la réalité et la perception de celle-ci. Si je blesse involontairement quelqu'un, je le prie de m'excuser. Le feedback et les suggestions sont toujours les bienvenus. Quand le texte parle des gens en général, j'essaie de tenir compte des différences de genre. Pour cela, j'alterne le il et le elle, et je parle régulièrement des personnes au pluriel. Remerciements. Je voudrais remercier tous ceux qui ont directement ou indirectement contribué à cet ouvrage. Je dois beaucoup à mes expériences de travail au Forum des minorités, à la Kinderrechten Coalitie et au Commissariat des droits de l'enfant. J'ai eu la chance d'avoir des employeurs qui ont cru en moi, qui m'ont offert la latitude nécessaire et m'ont encouragé à m'épanouir dans mon boulot. Chacune de ces expériences professionnelles m'a donc donné l'occasion de trouver de l'inspiration, d'engranger des connaissances et de rencontrer des gens passionnants. Elles ont, chacune dans leur perspective, jeté les bases de ce livre lorsque je ne songeais pas encore le moins du monde à l'écrire. Je tiens aussi à remercier les personnes inspirantes dont les récits et les idées sont directement ou indirectement intégrés dans les pages qui suivent. Des gens que j'ai rencontrés en personne et parfois appris à connaître en profondeur, d'autres que je connais uniquement par les médias sociaux ou comme lectrice de leurs livres et interviews. Mes remerciements ne seraient pas complets si je n'y mentionnais pas tout spécialement mes formidables familles et amis, pour m'avoir donné depuis l'enfance un solide sentiment d'appartenance. J'ai également eu des professeurs très particuliers, qui m'ont aidé et encouragé à tirer le meilleur de moi-même. Grâce à eux tous, le racisme n'a causé sur moi que des blessures limitées. Pour terminer, je voudrais exprimer ma reconnaissance à ceux qui m'ont encouragé, soutenu et aidé dans l'écriture de ce livre. Certains en ont émis l'idée quand je ne le croyais pas encore possible. Beaucoup m'ont donné des conseils de lecture intéressants qui en ont enrichi le contenu. D'autres encore m'ont aidé d'une façon pratique, m'ont offert un feedback pertinent sur des brouillons que j'ai ensuite pu développer. Ma famille m'a patiemment laissé travailler à ce livre. De plus, toutes ces personnes m'ont soutenu de manière enthousiaste dans cet ambitieux projet. Dans l'espoir de n'oublier personne et par ordre alphabétique, je dis un grand merci à Aziza, Birson, Bruno, Farah, J, Ikram, Jean, Kenza, Kim, Christian, Michael, Nadia, Olivia, Reynilde, Roméo, Sarah et naturellement à Thomas et ses collègues des éditions EPO qui ont fait en sorte que ce livre ait une existence matérielle. Pour la réalisation de la traduction française,
Je voudrais remercier en particulier la traductrice, Anne-Laure Vigneault, pour son travail patient, le personnel des éditions L'Harmattan qui ont accepté d'éditer le livre, Flanders Literature pour son indispensable soutien et tous ceux qui m'ont offert leurs contributions, leurs encouragements et leurs conseils. Première partie, le racisme et son impact. 1. Racisme, un concept très large. J'ai la chance de ne jamais avoir eu affaire au véritable racisme. Ce sont des paroles que j'aurais pu prononcer, il y a quelques années. Il y avait bien entendu eu quelques expériences désagréables liées à mes ascendances. Mais à la lumière des expériences traumatisantes vécues par certaines personnes, je voulais surtout les relativiser. Aujourd'hui, je pense différemment. Certes, beaucoup ont dû endurer bien pire que moi. Mais il y a un rapport étroit entre les manifestations graves de racisme et ses formes plus légères, parfois très subtiles. Celles-ci sont nommées micro-agressions dans la littérature. Ce sont de petites expériences, quotidiennes et blessantes, parfois rien de plus que de petites piqûres. Dans ce livre, j'utiliserai le terme de micro-blessure, car contrairement au mot micro-agression, il place l'expérience de la victime au centre. Il évite en outre les confusions de langage. Le mot agression est généralement employé pour la violence intentionnelle. Comme nous le verrons plus tard, le racisme peut aussi être involontaire. Avec les micro-blessures, c'est même souvent le cas. Les micro-blessures racistes, omniprésentes dans la vie quotidienne de beaucoup d'enfants, peuvent à la longue avoir un fort impact sur leur développement personnel. Pour une personne issue de l'immigration, il est pratiquement impossible, dans la Flandre d'aujourd'hui, de ne jamais avoir affaire au racisme. Comme mon expérience l'illustre, cela ne suppose pas automatiquement que quelqu'un s'en rende compte ou le reconnaisse. Nous commençons donc par un chapitre qui explique ce que nous entendons par racisme. Nous utilisons racisme comme un terme large et général comprenant des formes d'expression plus spécifiques, comme les préjugés et les stéréotypes, la violence et les micro-blessures. Ne vous attendez pas à une définition bien circonscrite qui en fixe tous les aspects et dimensions en une phrase. Au lieu de cela, je vous propose de partir ensemble en reconnaissance. Le racisme, pas seulement contre les prétendues races. Au XIXe siècle, les scientifiques ont développé des théories erronées selon lesquelles il existait différentes races humaines dotées chacune de leurs valeurs propres. La supériorité qui était attribuée à la race blanche légitimait la soumission et l'exploitation d'autres personnes, entre autres par le biais de l'esclavage et de la colonisation. Cet historique détermine encore fortement l'interprétation que beaucoup de gens donnent au mot racisme. Le racisme concerne alors une série de caractéristiques physiques congénitales, en premier lieu la couleur de la peau, en vertu desquelles les blancs seraient supérieurs aux autres. Même si nous savons aujourd'hui qu'il n'existe pas différentes races humaines du point de vue génétique, le racisme fondé sur les caractéristiques physiques est encore bien présent. Mais le racisme ne se limite pas à cela. Il existait en tant que phénomène social bien avant les théories pseudo-scientifiques du XIXe siècle. En Europe, il était entre autres dirigé contre les Juifs, Roms, les Africains, les Arabes et les musulmans. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces formes biologiques et culturelles ont toujours été étroitement imbriquées, par exemple dans le cas du racisme nazi. Il s'est toujours agi, au-delà des propriétés physiques congénitales, de culture et de religion. Cela n'a pas changé aujourd'hui. Quand nous parlons de racisme dans cet ouvrage, nous ne visons pas seulement les blessures infligées en raison de la présupposée race. Aujourd'hui, les mécanismes du racisme jouent en Belgique et dans d'autres pays européens, sur diverses caractéristiques reliant les personnes d'origine étrangère, couleur de peau sombre ou non à consonance étrangère, musulmans ou allophones. Et attention, la perception pèse ici plus lourd que les faits. En raison de mon nom, beaucoup de gens me croient musulman. Je reçois régulièrement des commentaires négatifs sur l'islam, désignés comme ma foi. Les préjugés sociaux sur les musulmans pèsent également sur moi. Ils contribuent à déterminer mes chances dans la société. Que je sois effectivement musulman ou non, croyant ou non, ne fait guère de différence. L'influence déterminante de la perception permet aujourd'hui au racisme de se baser sur des caractéristiques humaines diverses, rassemblées dans le concept fourre-tout d'allochtone. L'allochtone est, dans l'imaginaire collectif dominant,
toute personne issue de l'immigration d'un pays non occidental depuis la première jusqu'à la 4e génération environ. Toute personne qui a la peau plus foncée que le rose le plus pâle, tout musulman, y compris le converti sans passé migratoire. L'allochtone est un éternel outsider, un intrus pour certains. L'adjectif crée une catégorie implicitement ou explicitement inférieure. L'allochtone aura beau s'élever en s'adaptant à notre culture, présumée supérieure, il ne sera jamais un autochtone. Et si l'allochtone ne fait pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer, ce ne sera pas sans conséquence. Une allochtone veut porter le foulard? Il n'y a pas de place pour elle dans notre école ou dans notre entreprise. La personne cuisine des plats exotiques? Cela suffit pour certains propriétaires à lui refuser un appartement. Répartir les gens en catégories et relier ces catégories à un jugement de valeur qui justifie l'exclusion. Les mécanismes sont toujours les mêmes. L'interprétation du terme racisme dans ce livre dépend donc des caractéristiques de ces allochtones en tant que construction sociale. Si le terme d'allochtone revient plus loin, il ne renvoie donc pas à une réalité bien définie, mais à un groupe perçu. Les perceptions varient selon la personne et le contexte. En ce qui me concerne, je suis peu confrontée au racisme dans l'espace public parce que beaucoup de gens ne voient pas à mon physique que j'ai des racines étrangères. Mes amis qui ont une peau plus foncée, mais un nom flamand ont pour leur part moins affaire au racisme lors des contacts écrits. Même s'il peut aussi arriver que les portiers d'une discothèque refusent l'entrée à un jeune homme sans antécédents migratoires, mais au look méditerranéen, parce qu'ils le prennent pour une personne d'origine maghrébine. Bien que cette supposition soit fausse, la perception fait qu'à ce moment ce jeune homme est victime de discrimination. L'interprétation que l'on donne au terme racisme peut varier fortement entre divers groupes allochtones. Certains préjugés s'appliquent à un très large groupe, par exemple, ils ne sont pas adaptés. D'autres sont très spécifiques, comme « les berbères marocains ne font pas d'efforts pour trouver du travail ». Chaque personne présente en outre un mélange de caractéristiques, comme la couleur de peau, les convictions religieuses et l'histoire migratoire. Des caractéristiques comme le sexe ou l'âge jouent également un rôle important. Une Africaine d'âge moyen qui vient d'arriver en Belgique se voit associer d'autres préjugés qu'un jeune homme dont les grands-parents ont quitté le Maroc pour la Belgique un demi-siècle plus tôt. Il est important pour étudier et aborder le racisme, de toujours tenir compte de l'intersectionnalité entre différents critères d'exclusion, comme la combinaison de l'origine et du sexe. Le racisme, comportement punissable et plus. Certaines formes de racisme sont punissables. Sont ainsi interdits, sur base de la nationalité, de la couleur de peau, de l'origine, des origines nationales ou ethniques, les comportements et faits suivants. Les messages haineux, c'est-à-dire les déclarations incitant les autres à la haine, à la violence ou à la discrimination. Les crimes haineux, c'est-à-dire les formes de violence graves, comme les agressions ou le harcèlement physique ou verbaux. La discrimination, qui consiste à traiter quelqu'un moins bien directement ou indirectement. Par exemple, refuser un emploi ou un logement en location en raison des origines. L'existence d'une législation pour punir le racisme est une bonne chose. En pratique, ces lois ne sont pas faciles à appliquer, car les preuves solides font souvent défaut. Mais ce n'est pas parce que le racisme ne peut être prouvé du point de vue juridique, dans une situation précise qu'il n'existe pas. Autre inconvénient, la définition juridique du racisme est confondue avec sa signification sociale. Pour moi, le racisme désigne un phénomène social large, de la même façon que le sexisme va bien au-delà des formes punissables de discrimination des femmes. Cette interprétation large n'est pas un plaidoyer pour rendre toutes ces formes d'expression punissables aux yeux de la loi. Il s'agit plutôt de regarder le racisme dans sa totalité, en choisissant de se concentrer sur la perspective des personnes touchées. De la violence aux préjugés et à l'exclusion. La violence raciste est la forme de racisme le plus reconnaissable, surtout quand elle prend la forme de l'agression physique, coups, sévices sexuels ou incendies criminels par exemple. Mais l'agression peut aussi être verbale, depuis les insinuations et les petites offenses jusqu'aux injures pures et simples, dans la vie réelle ou en ligne. La violence verbale est non seulement blessante en soi, elle peut aussi mener à l'escalade, ce qui la rend d'autant plus intimidante. Dans leur livre sur le racisme dans le football belge,
Paul Bellois et Frank Van Laken donnent la parole à Cindy Van Sanden, déléguée du club de foot City Pirates et mère d'un joueur. Durant cette saison, j'ai entendu et vu des choses que je n'imaginais plus possibles à notre siècle, exprimées tant par les joueurs que par les entraîneurs et les parents. Vous ne croiriez pas ce qu'on lance à la tête de nos petits footballeurs de nos jours. Les stéréotypes semblent moins agressifs, mais causent également des blessures. Les stéréotypes ou préjugés négatifs sont ceux qui pèsent le plus lourd, par exemple quand les gens pensent qu'un groupe particulier est paresseux, bête, non fiable ou dangereux. Dans un livre intitulé Aline Jattelt, Seul le oui compte, Lisbeth Kennes, experte en violences sexuelles, commente le stéréotype de l'allochtone comme violeur. La citation suivante est fondée sur un exemple venant de cet ouvrage. Si ce centre d'asile s'installe dans ma commune, ma femme et mes filles ne pourront plus sortir seules. La fixation sur les comportements sexuellement transgressifs des hommes allochtones vis-à-vis des femmes blanches a, selon Kennes, un double effet. Tout homme d'origine étrangère est soupçonné a priori et les hommes blancs qui se rendent coupables de violences sexuelles passent plus souvent entre les mailles du filet. Les préjugés peuvent aussi se manifester dans des micro-blessures. Une amie fait connaissance avec les voisins après son déménagement. Les gens ne font à aucun moment preuve d'une attitude négative vis-à-vis de sa couleur de peau. On en vient à parler de sa vie professionnelle. Elle explique qu'elle travaille à la Commission européenne à Bruxelles. Cela plonge subitement ses voisins dans la confusion. Après un moment de silence, quelqu'un dit presque soulagé, comme femme de ménage ? Il existe d'innombrables histoires de dames afrodescendantes qui sont prises pour la femme d'ouvrage. Les femmes d'ouvrage font un travail important et méritent notre reconnaissance. Mais supposer sur la base de la couleur de peau d'une personne que nettoyer est le seul emploi accessible pour elle, c'est être victime de préjugés. Dans ces paroles, le préjugé est explicite. Souvent, les stéréotypes sont en revanche sous-jacents. Le fait qu'ils soient implicites, inconscients même, les rend particulièrement toxiques. Beaucoup d'enseignants ont le plus souvent inconsciemment des attentes plus basses à l'égard des performances scolaires des élèves issus de l'immigration que des autres élèves. Les attentes des enseignants créent ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Les attentes élevées mènent à des performances élevées, les attentes faibles à de moins bonnes performances. Les scientifiques nomment cela l'effet Pygmalion. Les stéréotypes influencent non seulement les élèves à travers les enseignants, mais aussi de façon directe. Dans le cadre d'une expérience, on a fait part à des adultes d'un stéréotype au sujet de leur groupe, par exemple, les Noirs ne sont pas bons en maths. Ces personnes ont moins bien réussi le test qui a suivi que celles à qui on n'avait pas servi ce préjugé. D'autres expériences ont montré que le simple fait de prendre part à un test d'évaluation suffisait à rappeler le stéréotype aux minorités et à influencer négativement leur performance. Les stéréotypes ne se contentent pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.